On va vous mettre le micro, merci. Je voulais juste te dire, à condition qu'il y ait plus de personnes qui payent l'impôt sur le revenu, puisqu'on est un des pays où où je crois qu'il y a moins de la moitié de la population qui paye l'impôt sur le revenu. Donc c'est l'idée de la fusion, l'enjeu de la fusion entre la CSG et l'IRPP, enfin l'impôt sur le revenu, c'est de dire on a à la fois un impôt qui est large, qui a une base large, qui concerne tout le monde, et à la fois un impôt qui est progressif. Donc c'est toute l'idée évidemment de dire il faut que tout le monde le paye, sinon c'est toujours les mêmes qui payent, effectivement. Donc il y a, sur le coût du travail, il y a une nécessité à maintenir l'évolution, de ne pas perdre le gap, enfin, même si on l'a perdu sur les 10 dernières années, sur la question du coût du travail. Et c'est très présent dans la question du gouvernement. Donc je crois que ce sujet-là, même s'il n'y a pas les mêmes réponses, il est très fort parce que c'est effectivement une des parts de la compétitivité des entreprises. Les autres sujets quand même qui sont devant nous sur la compétitivité des entreprises, c'est la question de l'innovation, c'est la question des investissements, c'est la question du financement des investissements. En gros, c'est comment on réoriente dans ce pays. Alors, il y a des efforts qui ont été faits. Je passe une partie de ceux qui sont à peu près caricaturaux sur la question droite-gauche. Sur le crédit impôt recherche, je pense que ça a permis un développement du crédit impôt recherche, le déplafonnement notamment. Le vrai problème, c'est que du coup, ça a beaucoup dirigé les crédits impôt recherche vers les gros groupes et notamment vers les grands groupes financiers, puisque du coup, ils pouvaient l'utiliser à plein. Et ça a un peu asséché la question du financement, enfin de la recherche aidée, la R&D, sur les PME, sur les TPE. Et là, il y a un vrai sujet, il y a un double sujet, un, de réorienter les crédits d'impôt recherche vers les entreprises qui sont quand même la majeure partie de ce que vous êtes ici en Provence et ici sur notre territoire et en France en général, parce que c'est quand même vous qui faites l'activité. Donc cette première idée. La deuxième idée, c'est qu'il faut qu'on ait des pistes de réflexion, y compris sur l'incitation fiscale et y compris sur l'incitation économique. C'est comment on fait grossir, parce que le vrai déficit de compétitivité, notamment par rapport à l'Allemagne, c'est la taille des entreprises dans ce pays. Alors c'est un sujet qui a 30 ans, parce qu'on s'en est rendu compte avec la crise, et c'est comment on fabrique une réponse sur la question comment on fait grossir. Alors il y a des freins administratifs très clairs sur des effets de seuil, donc il y a une réflexion à mener sur les effets de seuil qui ne sera pas facile parce qu'il y a des poids institutionnels, il y a un poids social, il y a un poids dans le dialogue social, mais il y a des réflexions à mener sur la question de la taille des entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises, on a un faible taux d'entreprises de 250 à 5000 salariés. C'est ce qui fait aussi le grand déficit de compétitivité. Donc il y a un vrai travail. Je dirais que d'ailleurs dans notre région, et c'est un des sujets sur lesquels il faudra qu'on travaille, quels que soient ceux qui sont élus, et avec l'ensemble de tout le monde, on a un vrai, je le disais quand j'avais rencontré le bureau de votre organisation syndicale, on a un vrai déficit sur la constitution de filières dans ce département. Et notamment un vrai déficit sur comment on travaille tous ensemble. On a un certain nombre de pôles de compétitivité qui ont été créés, mais l'habitude sur ce territoire de travailler avec les instituts de recherche, avec les instituts de l'innovation. D'ailleurs, il y a très peu d'instituts d'innovation dans notre territoire, contrairement, le président le citait tout à l'heure, contrairement à d'autres territoires, on peut parler de Toulouse, on peut parler de Bordeaux, on peut parler de Nantes ou d'autres, ou du Rhône, de Lyon notamment, où on a l'innovation, la recherche, l'université, le monde de l'entreprise, n'ont pas d'habitude très forte de travailler pour développer une filière économique. Et là-dessus, je crois que c'est les vrais enjeux de notre territoire. On y reviendra certainement d'ailleurs quand on parlera de la métropole tout à l'heure. Ce sont les vrais enjeux. Je voudrais finir sur cette question-là parce qu'on a historiquement quand même des grandes entreprises ou des grandes filières. Je pense à l'aéronautique avec Eurocopter, je pense à la pétrochimie, je pense à l'énergie avec Cadarache et ITER demain, je pense à la microélectronique sur Rousset. Et derrière, on n'a pas été en capacité de fabriquer les filières d'excellence économique sur la recherche, sur la formation. Je pense qu'il y a un gros sujet qui est devant nous, y compris sur la compétitivité des entreprises. C'est celui de la formation professionnelle. C'est vous qui la financez. Comment on l'adapte ? Comment on la fabrique ? Comment on répond à la demande ? Moi, quand je discute beaucoup avec un certain nombre d'entre vous, de chefs d'entreprise, parce que la question de l'emploi est au cœur des préoccupations d'un élu, mais je dirais de n'importe quel élu, parce qu'on est tous sollicités sur ces questions-là. Et on ne peut pas toujours faire que de la réponse d'emploi public, sinon, pour le coup, on ne réglera pas le problème des déficits, que ce soit sur les collectivités ou les organismes publics. Donc la question de la création, quand j'entends certains d'entre vous dire on a des emplois, on n'arrive pas à trouver des gens formés,
je ne parle pas des problèmes de logement, de coût du logement, hein, mais pour y revenir sur la métropole, et qu'on n'est pas en capacité d'avoir une réponse en face de formation professionnelle, parce que les délais sont obligatoires, parce qu'on a beaucoup à travailler sur ces questions-là, pour dire comment on met en parallèle, comment on fabrique des réponses de formation face à des problèmes de demande d'emploi. Je crois que les problèmes de compétitivité, ils ne sont pas liés exclusivement, bien sûr qu'ils sont importants, et bien sûr que les entreprises et les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité et de stabilité. D'ailleurs, c'est souvent ce qui revient dans le discours quand on discute avec les chefs d'entreprise. C'est simplification des procédures administratives, parce que vous avez l'impression d'être passé plus de temps à faire du secrétariat général qu'à aller chercher des marchés. C'est pas acceptable dans un pays moderne, mais je vous rassure, quand on est maire d'une petite commune comme moi, du Puy-Saint-Tréparat de 5000 habitants, j'ai souvent le sentiment de passer plus de temps à répondre à des procédures administratives. Jean-David Ciotte, sur les objectifs, effectivement, et sur le discours en matière de compétitivité et de croissance, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont d'accord avec vous. Ce qui les étonne, me semble-t-il, c'est que dans les décisions qui sont prises aujourd'hui, que ce soit le coup de pouce au SMIC, que ce soit la retraite à 60 ans, tout ça, c'est des décisions qui vont plomber la compétitivité des entreprises. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, les chefs d'entreprise, ça les inquiète. Stéphane Bons peut commenter s'il le veut rapidement, mais c'est ça qui pose un problème. Donc, semble-t-il, sur les objectifs, on est d'accord, sur le discours, on est d'accord, et dans les décisions, semble-t-il, on a le sentiment que là, il faut que vous répondiez aux promesses faites pendant la campagne. Il y a un certain nombre d'inquiétudes et d'urgences sociales auxquelles il faut répondre. Sinon, il me semble que le chef de l'État sortant aurait été réélu, aurait été en tête du premier tour, comme ça a quand même toujours été le cas dans l'histoire de la Ve République, et aurait été réélu à un deuxième tour. Ce qui veut dire que quand même, la question de la crise, la question de l'urgence sociale existe dans ce pays. Et sur le pouvoir d'achat en particulier avec l'augmentation du SMIC. Et sur la question du pouvoir d'achat. Donc le président de la République a indiqué, parce qu'il faut donner un signe à nos concitoyens, sinon on a quand même, vous êtes tous aussi citoyens, au-delà d'être chef d'entreprise ou en même temps que d'être chef d'entreprise, vous voyez bien quand même qu'il y a des conditions. Vous voyez bien vos salariés, vous voyez bien les gens que vous rencontrez. Donc il y a une question aujourd'hui d'urgence sociale et de réponse sociale. Le président de la République a dit, vous le rappelez tout à l'heure, qu'il le ferait de manière responsable, mais il y aura des signes, sinon l'urgence sociale qui est dans notre pays aboutira à ce que tout le monde ne peut pas souhaiter, à des réactions sociales. Il suffit de regarder ce qui se passe en Grèce pour se rendre compte quand même que la question, je ne partage pas l'avis sur les dettes grecques. Je vous rassure, il y a des banquiers dans la salle, je le sais, notamment du Crédit Agricole, on paye déjà les dettes grecques, nous. Enfin, ça sera par l'intermédiaire des organismes financiers, mais in fine, c'est la collectivité sur les choix qui sont faits. Donc, de toute façon, on sera solidaire sur les dettes grecques. Qu'on puisse considérer qu'ils étaient plus cigales que fourmis, c'est une chose, mais la réalité, c'est qu'on paye déjà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été indiquées pendant la campagne. Le coup de pouce au SMIC, il sera de manière raisonnable. Je sais que ça ne fera pas plaisir aux chefs d'entreprise, mais je ne vais pas vous dire l'inverse. De toute façon, vous savez lire les journaux, donc il n'y a pas de souci. Sur la question de la retraite à 60 ans, François Hollande avait indiqué sur un sujet extrêmement précis, c'était les carrières longues pour les gens qui étaient de 18 à 19 ans. D'ailleurs, on se rend bien compte que ça concerne beaucoup moins de monde que ce qui avait été estimé pendant la campagne. Et il y a un coût, mais il sera, parce que c'est un problème de justice sociale, que François Hollande ira jusqu'au bout. Sur cette question-là, on peut avoir une discussion, mais la question des 16-19 ans qui ont travaillé à taux plein pendant les 42 ans et demi de cotisation existe. Ça va ouvrir d'autres négociations. Pour l'instant, le chef de l'État a indiqué qu'on en restait là. Et je souhaite qu'il en reste là pour un problème tout simplement de pérennité du système. Alors, merci pour vos deux interventions. Jean-David Ciotte a un petit avantage de temps. Enfin, il a dépassé un peu plus de son temps. On va demander à Olivier G, non pas de conclure ce premier plateau, mais on a le sentiment quand même aujourd'hui que la marge de manœuvre du Parti socialiste, elle est quand même assez étroite parce que Bruxelles sonne le rappel. Effectivement, il y a des engagements qui ont été pris à la campagne et qui peut-être correspondent effectivement à une attente de la population. Et puis des entreprises qui aujourd'hui sont face à des problèmes de compétitivité lourds. Alors votre analyse, globalement, est-ce qu'on va arriver à ces fameux 3% de déficit maximum que s'est fixé le Parti socialiste parce que c'est au cœur de la campagne? Écoutez, ce sera intéressant de savoir comment ils vont faire. Et là, pour l'instant, personne ne sait. Juste deux, trois petites remarques quand même sur ce qu'on a entendu.
D'abord, il faut faire attention avec les mots, et il y a des mots qui sont bien dans la campagne électorale, Renaud Muselier, mais la TVA anti-délocalisation, c'est un mensonge. Cette TVA, elle peut avoir des avantages, elle peut réduire les coûts. C'est pas ça. Il ne faut pas faire croire aux Français que c'est ça qui va arrêter les délocalisations. Les délocalisations, elles ont des tas d'autres raisons, et elles correspondent aussi à une évolution historique qui serait compensée si on avait la capacité d'innovation, et on l'a d'ailleurs, mais pas assez, de créer de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises et de nouveaux produits. Deuxième chose, effectivement, on peut se demander comment la gauche va gouverner et comment on a un discours très raisonnable de Jean-David Ciotte, et d'ailleurs du président de la République, du Premier ministre, et en même temps, sur le plan des symboles, les deux symboles que sont effectivement le SMIC et la surimposition d'1 million d'euros, en soi, on peut dire que ce sont des mesures de... Vous y voyez des symboles de justice sociale, et ça, incontestablement ça l'est, mais en termes économiques, ce sont des mauvais signaux. Et donc, je crois qu'une des décisions les plus courageuses qui ont été prises dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, j'ai exprimé quelques critiques tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas donner ce coup de pouce au SMIC, qui était un rituel, y compris de chaque nouveau président, y compris de Giscard, de Chirac, enfin, donc cet effet de droite et de gauche. Et ça, je trouve, c'est une des mesures les plus fortes qui ont été prises sous ce quinquennat. Alors, on peut faire pleurer sur les smicards, on peut faire pleurer, on peut scandaliser l'opinion sur les gens qui gagnent plus d'1 million d'euros. Et effectivement, il y a des fortunes rapides et scandaleuses. Mais dans les deux cas, c'est nécessaire pour l'économie et c'est très difficile d'en faire la pédagogie. Donc c'est vrai que c'est très difficile de dire ça en dehors d'un cercle informé. Et donc je ne suis pas totalement inquiet. C'est la gauche qui a libéralisé la finance dans les années 83-84, comme l'a rappelé François Hollande aux journaux anglais pendant la campagne électorale. Donc peut-être que la gauche va faire cette grande réforme fiscale qui va mettre fin à cette espèce d'empilement invraisemblable, la CSG, la CRDS, les différentes contributions. Je ne parle pas des différentes taxes sur les entreprises. Donc peut-être que c'est ça, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les symboles et la réalité. Et le retour à la réalité, de toute façon, il va être très, très brutal et très, très rapide. Donc je pense que le mois prochain, on aura déjà un retour à la réalité extrêmement fort. Merci Olivier G. Stéphane Brousse, convaincu ou pas? En 1 minute, je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, mais globalement, à partir de maintenant, la stratégie du MEDEF, ça va être quoi? Non, moi j'ai une grosse inquiétude, vous l'avez compris, parce qu'on a l'impression, on revient toujours à nos vieux démons, on a l'impression que parce qu'on prononce les mots, on les a résolus. On a prononcé le mot croissance, j'ai l'impression qu'on l'a découvert ce mot-là. On n'a rien dit. Quelle est notre méthode pour aller à la... Et vous l'avez très bien expliqué, vous avez parlé de méthode de long terme, l'innovation, la formation professionnelle. On est pour supprimer, nous, la taxe de 0,9% sur la formation professionnelle. Et j'imagine que vous ne serez pas d'accord là-dessus. Je peux vous l'expliquer, pourquoi on est prêt à le supprimer, pour en faire encore plus. Et on ne sera pas d'accord là-dessus. Donc on a le sentiment que le monde politique se gargarise de mots, on comprend pourquoi pendant les campagnes électorales, mais derrière, nous, on attend des résultats et de l'efficacité. On a un problème majeur en France. Comment attirer des capitaux dans le monde de l'entreprise? Qui va investir dans nos entreprises? Ils sont où nos actionnaires? La veuve de Carpentras, elle n'a plus une action aujourd'hui. Il n'y a plus que les fonds de pension qui ont des actions. Et ils perdent de l'argent tous les jours. Et ça va être pire dans les mois qui viennent. Donc qui va investir au capital de nos entreprises? Et avec la façon dont on les traite et la façon dont on les montre du doigt, on n'aura non seulement plus d'entrepreneurs capables de réaliser de la création de richesse et de la valeur ajoutée, mais on n'aura plus non plus l'argent pour les financer et les gens pour le financer. On a un problème grave dans ce pays de rapport à l'entreprise. C'était un peu le cas avec Nicolas Sarkozy, ça s'est atténué en fin de mandat. C'est le cas aujourd'hui en démarrage de mandat de François Hollande. Donc à votre réponse, je suis extrêmement inquiet pour l'avenir de nos entreprises. Merci Stéphane Brousse. Stéphane Brousse, on vous remercie. Et on va passer maintenant à notre deuxième grand sujet de la soirée. Bien évidemment, c'est la métropole, ou plus exactement la métropole. Et on découvre tout de suite ce sujet. Deuxième grand sujet, donc, la métropole.